Donc rebonjour à toutes et tous. Comme vous l'imaginez bien, la défaite militaire de Daesh en Irak et en Syrie ne signifie évidemment pas la fin de la menace terroriste. Je dirais même au contraire, dans la mesure où l'organisation de l'État islamique risque d'être tentée de compenser ces défaites, ces revers militaires par un surcroît d'actions terroristes. Alors il y a, je viens d'en parler, les donneurs d'ordre, et puis il y a la dimension des acteurs. Et ce qui est clair, c'est que la grande majorité des attaques en France, puisque là on va parler essentiellement de la France, même si on peut faire des petites échappées ailleurs, la grande majorité des acteurs sont des jeunes qui, pour la plupart, ont grandi, voire même sont nés en France, y compris, je le dis d'emblée, parce que c'est une dimension importante, un pourcentage non négligeable, certains disent 20-30%, de jeunes, entre guillemets, 4 guillemets, français de souche. Alors quelles sont, et c'est ça au fond le débat qu'on voulait avoir, les motivations de ces jeunes, appelons-les djihadistes pour aller vite, évidemment que le terme est très classificateur. Et c'est une question qui a fait l'objet de nombreux débats, souvent très vifs, je dirais même trop vifs, parmi les sociologues, les politologues, les anthropologues, les juristes aussi, parce que les juges ont été amenés à traiter du cas d'un certain nombre de ces jeunes. Donc on a, je le signale au passage, Akram Belkaïd et moi-même, réalisé une enquête auprès de tous ces experts que le Monde Diplo publie dans ce numéro qui vient de sortir de décembre. Et parmi les interlocuteurs qu'on a eu la chance de pouvoir avoir, il y avait Michel Viviorca qui a accepté donc de venir en parler ici lors d'un midi de l'IREMO. Je dirais qu'il est, pour moi, de mon point de vue, il représente une approche, excusez le terme politique qui n'a pas du tout lieu d'être ici, centriste. Je veux dire au sens où il est aussi bien loin de ceux pour qui la religion n'a rien à voir dans le djihadisme, il y en a qui le pensent, que de ceux qui pensent que c'est la religion et elle seule qui explique ce phénomène. Michel Viviorca, je le souligne, est particulièrement bien placé pour parler de cette question, puisqu'il a été en France un des tout premiers experts qui a écrit de manière substantielle sur le terrorisme, avec un livre qui à l'époque s'appelait « Face au terrorisme », qui était paru chez Liana Levy, et qui partait, je dirais, il ne se limitait pas, mais il partait de l'affaire Kelkal, qui avait été une affaire très importante. Je résume sa vision en une longue phrase. Elle est de lui, hein, moi je ne me serais pas permis de l'écrire à sa place. Je la lis. Pour analyser le terrorisme contemporain, il faut penser global, articuler diverses analyses, les unes centrées sur la société d'où viennent les terroristes, et qui, s'il s'agit des djihadistes, ne doivent pas se résumer aux seules figures des enfants de l'immigration issus des banlieues, les autres géopolitiques prenant en considération des espaces planétaires, d'autres encore s'intéressant à la personnalité des acteurs. Certains auteurs sont tentés par une psychologisation extrême. Il faut aussi entrer dans le débat sur le rôle de la religion, trop souvent ramené à une dichotomie sommaire entre tenants de la radicalisation de l'islam et tenants de l'islamisation de la radicalité. Alors, je présente brièvement Michel. C'est difficile de le faire brièvement parce qu'il a un curriculum vitae impressionnant. Il est docteur d'État ès-lettres et sciences humaines. Il est directeur d'études à l'EHESS. Il est président du directoire de la Fondation de la Maison des sciences de l'homme. Il a été co-directeur avec Georges Ballandier de la revue Cahiers internationaux de sociologie de 1991 à 2011. Et il dirige maintenant, avec Laetitia Atlani-Duhaut, la nouvelle revue Sociaux, qu'il a créée en 2013.
Ses recherches, vous le savez, ont porté et portent sur la notion de conflit, le terrorisme et la violence, le racisme, l'antisémitisme, les mouvements sociaux, la démocratie, ainsi que sur les phénomènes de différence culturelle. Je voudrais insister sur ces 2 derniers livres que vous trouverez, comme je le disais tout à l'heure ici, Les Juifs, les musulmans et la République, et un livre qui s'appelle Antiraciste. Voilà, alors la règle du jeu t'est connue, donc tu as 25-30 minutes pour présenter ton approche de cette question, après quoi nos amis pourront te passer sur le grill, protester, applaudir, contester, voilà, tout ce qu'ils auront le loisir de faire d'une manière évidemment pacifique, hein, ça va de soi. Ici, il n'y a jamais eu de problème. Eh bien, c'est à toi. Merci beaucoup. J'habite le quartier, je suis souvent passé devant, rarement dans ce local, et donc je suis très heureux de pouvoir participer à la vie de l'IREMO et à cette discussion. Donc merci Dominique, c'est très très bien. Donc quelques mots d'abord, et c'est pas du tout de la fausse modestie, je suis presque un has-been dans les discussions dont on va parler, pour une raison très simple. J'ai étudié le terrorisme essentiellement dans les années 80. Et le terrorisme des années 80, c'était un terrorisme très différent, pour moi, de celui que nous vivons aujourd'hui. C'était soit un terrorisme interne à nos sociétés, quand je dis nos sociétés, disons européennes, extrême gauche, je vais très très vite parce que c'est pas important, extrême droite, régionaliste du genre basque ou irlandais, et par ailleurs, il y avait ce qu'on appelait le terrorisme international, en gros, se réclamant de la cause palestinienne, parfois d'autres causes comme de la cause arménienne. Donc, moi j'ai étudié ça à une époque, et c'est mon point de départ, où il était facile d'entrer dans la culture, dans les manières de penser de ceux qui étaient terroristes. Bon, moi j'étais pas du tout le centriste que Dominique vient de décrire. Tous mes copains étaient alibés, disons, le gauchisme de cette époque, qui permettait de comprendre très facilement le terrorisme italien, et je dirais même basque. Enfin bref, on pouvait rentrer dans les raisonnements facilement des acteurs. Et donc c'est pour ça que je vous dis que je suis un peu un has-been, parce que je ne parle pas arabe, je connais mal les problèmes géopolitiques, etc. D'un seul coup, on est rentré dans un autre univers. Et donc ceux qui trop rapidement se sont bombardés, experts, spécialistes, etc., sans avoir une connaissance approfondie du terrain, j'ai envie de vous dire, prudence. Gilles Kepel, un jour, a eu une phrase magnifique. Il a dit en matière de terrorisme, ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. On se demande juste pourquoi lui se permettait de dire ça, mais ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Mais c'était assez bien vu. Alors, je vous dis ça pour vous dire que mes connaissances, ce dont je vais vous parler, elles reposent sur des enquêtes que j'ai pu faire ensuite dans les banlieues, sur les questions de violence urbaine, ce genre de choses. Elles reposent sur des contacts privilégiés que j'ai la chance d'avoir avec des chercheurs qui, eux, travaillent sur ces questions. Donc je les fréquente, je les lis, je discute avec eux, on a des groupes de travail, mais elles sont déjà de seconde main. Mais en tout cas, voilà, je voulais dire ça, c'est très important, pas seulement pour moi, mais pour la compréhension que nous avons de ce qui se passe. C'est mon premier point. Le deuxième point, je vous propose d'étudier les choses du point de vue donc de l'intérieur de la société française, mais on pourrait dire des choses assez proches du point de vue de l'intérieur d'autres sociétés européennes, ou même aussi d'ailleurs de Tunisie, vous voyez, pas seulement l'Europe. En sachant que, comme l'a rappelé Dominique, on ne comprend rien si on ne circule pas entre plusieurs espaces. Le Moyen-Orient, c'est sa géopolitique, le monde entier, parce que cette géopolitique, elle a aussi quelque chose à voir avec la fin de la guerre froide, et des espaces, disons, l'intérieur de sociétés comme la nôtre. Donc je me centre uniquement ou principalement de ce côté-là pour vous proposer quelques points, mais comment dirais-je, je suis un peu hémiplégique dans ce que je vais vous dire, hein, je ne prends qu'une partie du problème. Alors, première remarque, on a voulu d'abord, quand les premiers... Alors, ces premiers phénomènes, non, il faut quand même dire ça. Dans les années 80, quand ça a commencé à apparaître, c'était des phénomènes ambigus. Parce que quand ça concernait la France, c'était au tout début un mélange de apparition du Hezbollah, apparition de la question chiite au Moyen-Orient, l'attentat contre le Drakkar en 83, et d'actions
paradiplomatique iranienne. On ne comprenait pas. Je peux vous dire qu'à l'Élysée, on comprenait très bien quand des Français étaient tués à cette époque-là par ce terrorisme. C'était d'un côté des camions suicides, des choses comme ça. Donc là, on était déjà dans les nouvelles logiques de ce terrorisme global. Mais en même temps, c'est l'Iran qui voulait que la France rembourse l'argent versé au titre d'Eurodif, enfin d'un programme nucléaire. Je ne rentre pas dans le détail. Et la France ne voulait pas rembourser. Donc, on vous tue des gens, rue de Rennes ou autre, et ça veut dire payer. Ce que la France a fini par faire, d'ailleurs. Bon, donc, vous voyez, c'était un truc comme ça. Mais les choses ont évolué, et effectivement, ça aurait pu être en 93, mais ça a été en 95. En 93, on ne me soupçonnera pas d'aduler Charles Pasqua, mais il a réussi une très belle opération en interceptant, en envoyant, je crois, les gendarmes du GIGN ou assimilables, empêcher un avion d'Air France qui s'était posé depuis Alger à Marseille pour ravitailler, en l'empêchant de repartir. Il y avait des terroristes dont on a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'ils voulaient jeter l'appareil sur la Tour Eiffel. Donc vous voyez une logique déjà... bon. Et donc, en tout cas, on a évité des choses déjà comme ça, mais c'est en 95 qu'on a pris conscience du lien entre les problèmes internes et les problèmes externes avec quel cas, là. Hein, c'est très, très net. Et là, c'était plus l'Iran. Alors là, c'était plus l'Iran. On était vraiment rentré dans le terrorisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire ce mélange de... c'est plus la géopolitique d'un État qui fait sa stratégie. On était vraiment rentré dans ce mélange de problèmes internes à la société et de problèmes externes. Alors, je voudrais donc maintenant analyser, avec ce que l'on sait aujourd'hui, d'abord ces problèmes. Je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. Il y a des problèmes, appelons-les crise des banlieues, immigration, racisme, exclusion, prison, enfin bref, un énorme ensemble de choses. Si vous me permettez, je ne rentre pas dans le détail, on peut le faire, mais c'est très très clair. Mais quand on dit ça, on passe à côté de deux dimensions ou de deux problèmes complémentaires. La première dimension, c'est que ces questions concernent beaucoup de monde. Et on n'explique pas avec une sociologie sommaire le fait que c'est quelques-uns seulement qui vont agir ou qui vont vouloir agir. Si vous avez des centaines de milliers de personnes qui ont de la compréhension, de la sympathie, que sais-je, pour une action terroriste, et que vous en avez 100 qui passent à l'acte, ou 10, ou 15, il faut bien expliquer pourquoi c'est ceux-là et pas d'autres. Donc, cette sociologie, elle est déjà un peu sommaire de ce point de vue-là. J'ajoute que si on essaie de basculer dans l'idée que c'est des problèmes psychologiques, de personnalité, et pourquoi pas qui relèvent de la psychiatrie, alors là, on bascule dans le péché inverse, si je peux dire, puisque là, on va tout ramener à des questions de personnalité, sans voir que tout ça se joue dans une société, dans un monde où les gens réfléchissent aussi politiquement. Donc vous voyez, première difficulté, et j'ai envie de le dire comme ça, éviter le sociologisme et éviter le psychologisme et circuler pourtant entre ces registres. Et puis la deuxième difficulté qui vient à l'intérieur d'une analyse de type sociologique, et Dominique l'a presque dit, mais il n'a pas été assez loin sur ce point, c'est que parmi les gens qui passent à l'acte, il y en a qui n'ont rien à voir avec la crise des banlieues, l'immigration, etc. Et il y a en particulier des filles. Et la question des femmes dans le djihadisme est une question très intéressante. Je vous invite à lire le livre écrit par un psychanalyste, Fethi Benslama, et un sociologue, anthropologue, Farhad Khosrow-Kavar, sur les femmes dans le djihad. Je n'ai pas le titre exact, mais on doit le trouver dans cette librairie, je suppose. C'est au seuil. C'est très, très intéressant. Et j'en reparlerai tout à l'heure des femmes dans le djihad. Et donc, deuxième difficulté, si on veut faire de la sociologie, il faut vraiment regarder quelles sont toutes les logiques qui ont poussé des acteurs à se rendre en Syrie. Et s'il s'agit des femmes converties, de familles couches moyennes, on en a trouvé quelques-unes, il faut évidemment trouver une autre analyse que celle qui dit banlieue, islam, banlieue, immigration, etc. Donc, je voudrais vous dire ceci. Je pense qu'il y a un mélange de deux types de logiques qui concernent d'ailleurs pas seulement ces filles. Il y a d'un côté, effectivement, tout ce qu'on a pu raconter sur cette sociologie un peu sommaire, des banlieues et tout ça, mais qu'il y a aussi des logiques de quête de sens. On veut donner un sens à son existence. On veut se construire comme sujet.
Quand on est uniquement dans la crise et dans la perte de sens, alors cela peut mener au martyrisme. Et j'y reviendrai quand je parlerai de la religion dans une seconde. Quand on est dans l'idée qu'on veut donner un sens à son existence, alors on n'est pas dans le martyrisme. Et bien sûr, on peut dire que si c'est des hommes et pas des femmes qu'on a vu tuer d'autres personnes sur un mode terroriste, donc c'est une question peut-être aussi de machisme, de type de culture, bien sûr. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre, de très profond, qui est que les femmes dont je suis en train de vous parler, même si c'est un petit nombre, et ça vaut certainement aussi pour des hommes, quand elles veulent donner un sens à leur existence, ça veut dire qu'elles ne partent pas là-bas pour mourir, ou elles ne partent pas avec l'idée qu'un jour elles pourront se donner la mort. Et donc je crois qu'il faut vraiment distinguer, vous voyez, entre ceux qui veulent se donner la mort et ceux qui ne veulent pas se donner la mort. Avant d'arriver à ce point qui est pour moi le point crucial, je voudrais maintenant ajouter une ou deux remarques. Au début, pour moi, le sommet, c'est les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Ces attentats du 11 septembre 2001 sont faits par des gens qui viennent de l'extérieur de la société américaine. C'est des acteurs globaux. Ce sont des acteurs pris, alors là, très nettement, qui viennent avec un discours religieux. Ce sont des acteurs qui ont l'intelligence très instrumentale, très supérieure à celle des spécialistes américains du contre-terrorisme. J'ai vécu 6 mois à Washington en 86 ou 87 pour étudier la façon dont les États-Unis fabriquaient l'antiterrorisme. Alors c'était passionnant. Ils déployaient, d'abord c'était un business, et ils déployaient énormément d'intelligence pour imaginer des scénarios nucléaires, biologiques, chimiques, des empoisonnements, je ne sais pas quoi, de réservoirs d'eau, enfin que sais-je. Et puis un beau jour, des types bien plus intelligents que tout ça achètent des billets business pour avoir l'air respectable, viennent avec des cutters et font ce qu'ils font en ayant décidé qu'ils allaient se donner la mort, ce qui ne rentrait pas du tout dans les calculs américains de l'époque en tout cas. Et donc... Ils étaient presque tous saoudiens. Et en plus, saoudiens, donc des gens qui sont nécessairement respectables. Bon. Donc vous voyez, c'est très intéressant aussi de savoir ce genre de choses. Donc, en tout cas, c'est le sommet. Et il y a une caractéristique de ces acteurs, dont je veux dire un mot parce qu'on la rencontre ensuite et elle fait partie du problème. Il y a un psychiatre américain qui était un psychiatre de la CIA, mais la CIA, il faut... Je ne dis pas ça pour la défendre, hein, croyez-moi, mais la CIA, il ne faut pas en avoir l'image, la comparer à un service secret français. C'est un autre modèle de fonctionnement. Et donc, ce psychiatre, qui était par ailleurs un criminologue consulté par beaucoup de tribunaux dès qu'il y avait des graves crimes de sang, ce psychiatre américain a eu l'excellente idée de ramasser tout ce qu'on pouvait trouver entre 2001 et 2003 ou 2004 en ce qui concernait les auteurs des attentats du 11 septembre. Et donc, il y avait beaucoup de choses, en consultant des archives de presse, des documents de justice. Enfin, il a ramassé énormément de documentation. Et une de ses conclusions, c'est qu'au cœur de leur violence, même si elle est très contrôlée, c'est l'antisémitisme, la haine des Juifs. Il faut bien voir ça. Au cœur de cet islamisme radical, la haine des Juifs est quelque chose d'absolument nodal. Bref, c'est le sommet. Et puis ensuite, le phénomène va se décliner selon 2 ou 3 façons différentes. Premièrement, il va se décliner en trouvant des acteurs enracinés dans les sociétés où il faut agir, en quelque sorte. Et donc, vous avez par exemple, à Madrid, des attentats mars 2004, à Londres, juillet 2005, des attentats, et puis il y en a dans beaucoup d'autres endroits au monde. Vous avez et Kelkal, dont je viens de vous parler, c'était avant, mais enfin c'est la même chose, des gens qui ont quelque chose à voir avec la société espagnole, anglaise ou française. C'est-à-dire, on ne peut pas dire ça vient de l'extérieur. C'est la société qui a fabriqué ça, mais ce sont des gens qui ont été aussi au contact de réseaux, de personnes, de groupes, etc., à l'extérieur. Donc après ce sommet où les gens viennent de l'extérieur, vous avez des gens qui sont mixtes, si je peux dire, à la fois à l'intérieur et partie prenante de connexions plus ou moins fortes internationales. Kelkal, dont on a parlé tout à l'heure, il est intéressant parce que c'est le premier à incarner un peu ça. Kelkal, c'est un enfant des banlieues, c'est vraiment alors l'immigration, la crise de l'immigration, etc. Et c'est quelqu'un qui un beau jour va en Algérie pour voir sa famille, et là tombe sur des gens qui le prennent en main. On les appelait à l'époque des Afghans, c'est-à-dire des activistes algériens qui étaient allés en Afghanistan et qui étaient revenus d'Afghanistan et qui formaient donc des gens
à ce djihad. La logique Ben Laden, si vous voulez. Donc ça, c'est le deuxième. Donc vous voyez, le sommet totalement extérieur. Ensuite, un mélange de problèmes internes et de problèmes externes. La troisième logique, c'est celle que Daesh a apportée, qui n'était pas la logique du tout d'Al-Qaïda. Il faut aussi avoir ça en tête. Daesh a dit, moi, je construis le califat. Je construis un État, ou un quasi-État. Ce qui n'était pas du tout la logique d'Al-Qaïda, qui n'a pas disparu. Car Dominique a raison de dire que ce n'est pas parce que Daesh perd la guerre que Daesh va disparaître. Al-Qaïda, Ben Laden a été tué, Al-Qaïda n'a pas disparu, il y a des ramifications, bon, toutes sortes de choses. Enfin, la troisième logique, qui est une invention médiatique pour l'essentiel, mais pas complètement à 100%, c'est la logique dite des loups solitaires. Alors, c'est très facile à comprendre. Quand il y a un tueur qui tue, comme Merah à Toulouse, c'est malheureusement un très bon exemple, on ne sait rien de lui, et on voit qu'il agit tout seul. Il a loué je ne sais plus, un Vespa, ou volé une moto, je ne sais plus, il a acheté des armes, etc., tout seul. Alors les journalistes disent, loup solitaire. Sauf qu'au fur et à mesure que progresse l'enquête, le loup n'était pas tellement solitaire. On m'a dit, parce que je pense qu'il n'y a pas que le terrorisme djihadiste dont il faudrait parler, on m'a dit que Breivik, qui a tué un terroriste d'extrême droite, qui a tué à peu près 80 personnes en Norvège il y a 4-5 ans, Breivik, on l'a toujours présenté comme un loup solitaire. J'ai eu des contacts récemment avec des spécialistes norvégiens de la question qui me disent « c'est pas un loup solitaire », même lui. Alors, ce qui est possible, c'est que dans dans un certain nombre de circonstances, on soit très loin des modèles structurés, organisés, forts, du type des gens qui ont fait le Bataclan. Qu'on ait vraiment affaire à des gens qui ont été très peu au contact, ou même peut-être pas du tout, qui ont accès à Internet, qui ont réfléchi à leur façon, etc., et qui effectivement agissent quasiment seuls. Mais moi, je serais toujours prudent avant d'accepter l'idée, la thèse du loup solitaire. Donc je le dis, c'est important, et le procès du frère de Mohamed Merah était très intéressant de ce point de vue-là. Là, on voit les choses, ce qui veut dire aussi qu'en matière de terrorisme, on commence vraiment à avoir des certitudes et pas seulement des hypothèses quand la justice peut faire son travail, qui arrive malheureusement rarement. Alors j'en arrive à la question que posait Dominique. Il y a à peu près 1 an ou 2, pas plus, Gilles Kepel, qui est un des meilleurs spécialistes de ces questions, rentre en guerre contre Olivier Roy. Il était en guerre depuis très longtemps avec Olivier Roy, ces deux narcissismes qui s'opposent, qui lui aussi est un excellent spécialiste. Et en gros, les médias nous servent l'image d'une opposition entre deux façons de penser. Avec deux phrases. Précises. Alors, islamisation de la radicalité, radicalisation voilà, de c'est ça. Et donc, en gros, Keppel dit, moi, je dis qu'il y a radicalisation de l'islam, alors que Roy dit qu'il y a islamisation de la radicalisation. C'est-à-dire, en gros, de la radicalité. C'est-à-dire, en gros, la société, par exemple française, fabrique à coups de banlieue, etc., ou de problèmes de quête de sens, fabrique des personnes qui se radicalisent, et puis qui, un beau jour, rencontrent la religion et s'islamisent et passent à l'acte. Keppel, si on simplifie son discours, dit « la religion est première ». Alors, je voudrais arriver à l'idée que je voudrais vous proposer, que je n'ai pas trouvée ailleurs, mais que je voudrais proposer aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, je voudrais dire une chose. Empiriquement, il y a d'énormes différences d'un individu à un autre et d'un pays à un autre. Il y a des situations où des acteurs du djihadisme ont baigné dès la plus tendre enfance dans la mosquée, la communauté religieuse, l'Oumma, et des choses qui en ont fait tout de suite des musulmans très compétents, même en matière musulmane, si je peux dire. Et à l'opposé, il y a des situations où apparemment, d'après ce que l'on sait, des acteurs ont découvert l'islam, j'exagère peut-être un peu, 15 jours avant de passer à l'acte, et de façon plus générale, il y a beaucoup de situations où des acteurs ont une connaissance extrêmement limitée et sommaire du Coran, de la religion, enfin de ce que ça veut dire. Donc ça, c'est le constat empirique. Il y a de tout. Il y a des gens qui ont passé leur temps dans des mosquées, et il y a des gens qui n'y ont mis jamais les pieds, pour simplifier. Donc la réponse ne peut pas être empirique à cette question-là. Moi, la réponse que je voudrais vous faire, c'est celle-ci. Et bon, moi, je suis ami avec les deux, personnellement, Roy et Keppel, donc j'ai pas de problème. Je ne veux pas trancher dans
dans une polémique où malheureusement les égos étaient surdimensionnés. Mais ce que je peux vous dire, et j'en arriverai aux femmes pour conclure ce petit topo d'introduction, c'est que je pense qu'il faut mettre la religion au cœur de l'analyse du problème si on veut comprendre le passage à l'acte. Et c'est ça la grande affaire. Le passage à l'acte, c'est l'idée que je vais détruire et m'auto-détruire. Je parle des cas les plus extrêmes, bien sûr. Je vais tuer et me tuer. D'où l'expression parfois de martyrisme, qui n'est pas forcément très très bonne, mais enfin bon. Je vais passer à l'acte parce que la vie ici n'est pas tenable, je n'ai pas ma place ici, et que la vie ailleurs sera formidable. J'aurai 70 vierges qui m'attendront, et ce genre de choses auxquelles des gens croient. Il faut pas... Bon. Autrement dit, le passage à l'acte ne se comprend pas sans l'intériorisation de catégories qui ont une dimension religieuse. Aussi frustre, aussi pauvre, aussi éloignée qu'elle puisse être de l'analyse qu'on peut se faire des textes. Je ne suis pas un spécialiste du tout ça, mais vous voyez. Donc, si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas la religion qui vous dit tu trouveras autre chose ailleurs, alors le passage à l'acte ne se comprend pas, en tout cas sur ce type de terrorisme. Si vous allez aux États-Unis, que vous regardez les histoires de school shooting, de mass shooting et autres, c'est différent. Mais on n'est justement plus dans du terrorisme islamique. On est dans autre chose. Donc voilà. Donc moi, j'insisterai beaucoup sur cette dimension. Et je l'ai compris, cette dimension, il y a très longtemps, quand j'y réfléchis maintenant, en lisant Khosrow-Khavar, non pas du tout sur les travaux que je viens d'évoquer. Khosrow-Khavar, c'est un chercheur vraiment intéressant. Il était étudiant en France et un peu avant que Khomeini prenne le pouvoir en Iran, il est retourné vivre en Iran. Et il y a fait son doctorat d'État. Et là-bas, je ne sais pas si son livre est ici, il a étudié un phénomène qui est le phénomène Basiji. Alors certains d'entre vous connaissent ce phénomène. Très intéressant. Des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même plus encore, de jeunes qui disent, il y a la guerre entre l'Iran et l'Irak, je veux aller en première ligne. Je sais que je mourrai, mais je veux aller en première ligne. Et donc il a étudié ce phénomène. Et qu'est-ce qui motive... Alors je vous résume en un quart de phrase des milliers de pages, donc bon, vous me permettrez de dire que ce n'est pas très nuancé ce que je vais vous dire, mais l'explication essentielle que donne Khosrow-Khavar est la suivante. Ces jeunes martyrs savent que la révolution a échoué. Ils pensent que la révolution est un échec. Et donc, s'ils veulent se donner la mort, certes c'est pour leur nation, certes c'est pour Khomeini et leur religion, mais c'est parce qu'ils veulent mourir pour vivre ce qu'ils n'espèrent plus pouvoir vivre sur Terre. Et donc vous voyez que ce phénomène dont je suis en train de vous parler, pour essayer de comprendre quelques dizaines de personnes françaises qui sont... Bon, je crois que ça a à voir avec ce type de logique. Et quel cal dont Dominique parlait tout à l'heure, dans l'entretien qu'il avait donné à un sociologue allemand, Dietmar Lohr, qui préparait sa thèse sur les banlieues françaises, et l'entretien a été publié dans Le Monde en 1995, quel cal à 2 ou 3 reprises dans l'entretien dit, en parlant de son enfance, le collège, des choses comme ça, je n'avais pas ma place dans la société. Et c'est très important. Alors pourquoi j'insiste beaucoup ? Parce que, si on accepte ce type d'approche, alors on est obligé de mettre le religieux au cœur de l'analyse pour comprendre pourquoi certains et pas d'autres passent à l'acte, si vous voulez. Et donc c'est pour ça que je ne simplifie... Roy a toujours dit, je l'ai entendu dire à plusieurs reprises, qu'il ne fallait pas simplifier sa position, etc. Et Keppel pense certainement la même chose. Mais moi, au bout du bout, je serais plutôt du côté de Keppel, intellectuellement, pour dire que le passage à l'acte, je ne le comprends pas si je ne mets pas la religion au cœur de choses. Et je termine, je reviens aux femmes. Aux femmes, ou en tout cas à celles de ces femmes qui ont dit « je veux aller rejoindre Daesh ». Alors, c'est quoi les explications qu'on a pu proposer, qui sont justes, je crois. Je veux donner du sens à mon existence. Je veux vivre une expérience en terre musulmane. Je veux lutter contre le tyran Assad qui a tué un si grand nombre de personnes, etc. Je veux vivre le grand amour, je veux me marier, je veux avoir des enfants avec un homme, un vrai, qui n'a pas peur de mourir pour ses convictions. Peut-être aussi, je veux faire le voyage initiatique au Moyen-Orient. Mais ces femmes-là ne disent pas « je n'ai pas de place sur Terre ». Elles ne disent pas ça. Et c'est pourquoi le discours religieux est très peu présent quand on parle de ces femmes.
j'ai posé la question, j'ai eu la chance d'écouter Fethi Benslama, donc qui a écrit ce livre avec Koso Kava. Je lui ai dit, elle a expliqué ce que je suis en train de vous dire. Moi, l'essentiel de ce que je vous dis, c'est de deuxième main. J'écoutais il y a quelques jours Benslama expliquer ce que je suis en train de vous dire. Et je lui disais, mais où est Dieu? Il parlait de ces femmes djihadistes. Alors, elles voulaient le grand amour, elles voulaient le voyage initiatique, enfin, etc. Mais à aucun moment, il parlait de la religion. Et je me disais, mais où est Dieu dans tout ça? Et il me disait, effectivement, elles n'ont pas le même rapport à la religion que les hommes. Et donc, vous voyez, ce débat que tu as ouvert, Dominique, je pense qu'on peut le regarder aussi dans cette dimension. Alors, si je peux prendre encore 3 minutes pour ouvrir un autre débat. Je trouve que ce qui nous est servi sur les expressions radicalisation et déradicalisation, extrêmement contestable et trop médiocre. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on parle de déradicalisation, en général, on a en tête les quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes repérées que l'on voudrait que des spécialistes prennent en main pour les déradicaliser. Alors, il y a eu un rapport au Sénat qui montre que les expériences qui ont été faites ne sont pas brillantes. C'est un rapport qui est certainement injuste pour certaines personnes, mais peu importe. Et ce rapport nous parle de ces expériences. Mais en réalité, premièrement, on ne sait pas du tout à qui on a affaire exactement. Ce n'est pas la même chose de déradicaliser quelqu'un qui est allé si loin qu'à mon avis, il ou elle ne reviendra jamais en arrière, et des gens qui ont fait une partie de ce chemin. C'est pas la même chose de déradicaliser, si ce que je vous ai dit sur les hommes et les femmes est juste, des hommes et des femmes. Il faut savoir aussi que des gens auront l'air de se déradicaliser, j'utilise ce vocabulaire horrible, pour donner le change. Et dès qu'ils seront sortis avec une remise de peine, ils repasseront peut-être à l'acte, autrement, plus prudemment, etc. Premièrement. Mais surtout, deuxièmement, la question, c'est pas ces quelques centaines de personnes, peut-être un peu plus, les flics vont les avoir à l'œil, elles seront sur écoute, elles seront surveillées, suivies. La question, c'est que dans notre pays, les sources profondes de ces phénomènes sont là. On n'a pas réglé les problèmes de banlieue, on n'a pas réglé les problèmes de sens que l'on... Regardez la nullité du débat politique aujourd'hui. Enfin, je le dis trop vite et c'est pas l'objet. Enfin, franchement, quand j'entends dire d'un côté que Plenel fabrique le terrorisme et d'un autre côté que Valls est un néo-nazi ou presque, franchement, où est le débat? Enfin, comment est-ce qu'on peut construire le débat utilement dans un tel paysage intellectuel ou idéologique? Je trouve que notre vie intellectuelle est sinistrée. Et pendant ce temps-là, les questions qui ont fabriqué sur le long terme tous ces phénomènes continuent. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est celle que Dominique a posée. Daesh est en train de perdre la guerre, de perdre sa capacité à se constituer en quasi-État. Ça a beaucoup d'implications. La première implication, c'est qu'évidemment, cet acteur va se transformer. Il va devenir réseau, il va peut-être essayer d'installer un quasi-État ailleurs. Je n'y crois pas trop. On a parlé parfois de la Libye, on a parlé parfois de Boko Haram. C'est pas les mêmes logiques. Donc, je ne vois pas de quasi-État. On parle aujourd'hui un petit peu de l'Afghanistan, à nouveau. Hein, mais bon. Donc, Daesh a perdu la guerre. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces enjeux ne seront plus les mêmes. Et il n'aura pas les mêmes raisons d'actionner, en quelque sorte, des acteurs terroristes sur la France qu'il pouvait en avoir au moment de la guerre. La guerre, c'était vraiment, vous êtes en guerre avec nous, nous sommes en guerre avec vous. Les choses deviendront, je ne dis pas du tout que la France deviendra immune, mais les raisonnements qu'il faudra prêter à Daesh ne seront plus les mêmes. Je vous rappelle que 2004, à Madrid, mars 2004 à Madrid, je ne sais plus combien de morts, 100 ou 150, enfin, chose de terrible à la gare de Madrid, je vous rappelle que c'était parce que l'Espagne avait choisi de rejoindre Blair et Bush dans la guerre en Irak. C'était pour dire arrêtez ça. Donc vous voyez, mais aujourd'hui, si la guerre est finie, les choses deviendront différentes. Deuxièmement, Daesh est maintenant un perdant. Ça n'est plus un gagnant. Donc ceux qui se sont identifiés à Daesh dans la phase de montée de ceux-là auront peut-être moins de raisons, ce genre de profil aura peut-être moins de raisons de s'identifier positivement qu'elle à Daesh.
Et donc je pense que Daesh va recruter autrement. Peut-être des gens beaucoup plus désespérés, peut-être. Peut-être dans d'autres milieux, peut-être en construisant d'autres choses. En tout cas, je termine là-dessus, ne nous trompons pas de guerre, si je peux dire. Non pas que je pense qu'il faut parler de guerre dans cette affaire. Mais ne refaisons pas comme les militaires la guerre précédente. Ce qui se prépare sera différent. Et donc toutes les discussions que nous avons, il faut les repenser en se demandant comment va évoluer ce problème, qui à mon avis n'est pas prêt de disparaître, mais qui est appelé à se transformer. Voilà ce que je voulais vous proposer. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à nos amis, je voudrais te relancer un tout petit peu. Il y a une chose que j'aime beaucoup chez Emmanuel Macron, c'est le « en même temps ». Tout le monde rigole avec « en même temps ». Or, à mon avis, c'est un moment essentiel de la pensée, en même temps. Quand on n'est pas capable de dire en même temps, on n'est pas capable d'expliquer des phénomènes de manière profonde. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être qu'au fond, c'est en même temps. C'est-à-dire, oui, la religion, c'est en l'occurrence une version rigoriste, extrémiste de l'islam. C'est la toile de fond, c'est la justification, c'est les prétextes éventuellement. Oui, mais en même temps, pour que des jeunes se lancent dans cette aventure qui a quand même de fortes chances de se terminer par leur mort, sans résultat autre que leur mort, et celle de un certain nombre d'autres, il faut aussi qu'ils soient profondément désespérés au sens où ils ne trouvent pas leur place, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement les banlieues, comme tu l'as dit, mais aussi des jeunes de classe moyenne, petite classe moyenne, qui sont confrontés aux problèmes que tous les jeunes en France rencontrent. Alors, ils y réagissent différemment, mais je veux dire, moi, je vois bien les amis de ma fille, qui ne sont pas issus de milieux particulièrement défavorisés, mais quand même, la vie est dure, quoi. Elle est beaucoup plus dure. On a du mal, à nos âges, de mesurer cette dureté, quoi, aujourd'hui. Et a fortiori dans les milieux plus défavorisés. Mais je pensais aussi en même temps dans un autre sens. Par exemple, tout à l'heure, tu as écarté, ou semblé écarter, la dimension psychiatrique. Mais moi, d'ailleurs, c'est un débat qui a été un peu esquissé et puis pas terminé dans notre enquête, parce que c'était trop compliqué, visiblement. Moi, je suis quand même frappé que plus on a été, et plus les auteurs d'attentats étaient des gens qui avaient des problèmes psychiatriques sérieux, lourds, et qui n'avaient aucun rapport avec l'islam, au sens où l'islam était simplement tombé sous leurs mains, souvent quelques jours avant leur passage à l'acte. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas aussi cette dimension-là du terrorisme. Comme c'est la mode, entre guillemets, comme le terrorisme, c'est tendance, des gens qui auraient fait tout à fait autre chose pour exprimer leur mal-être l'expriment comme ça, parce que c'est une manière aussi de faire parler de soi, d'être célèbre. On voit bien quand même là. Et on pourrait comme ça multiplier les en même temps. Je termine avec Macron pour dire que personnellement, j'étais très sensible à la continuité avec laquelle, pendant la campagne électorale et depuis, sur un point, il n'a jamais bougé, même dans le débat avec Marine Le Pen, c'est que la République a des responsabilités dans la situation qui a mené des jeunes vers le terrorisme. Et ça, je trouve que, quand on compare ça au discours de ses prédécesseurs, il y a visiblement quelque chose qui est assez fort dans ses convictions pour être répété encore il y a quelques jours, au milieu de la tempête médiatico, Charlie, Mediapart, etc. Le président de la République va en banlieue et dit oui, la République a une part de responsabilité dans ce qui se passe. C'est évidemment pas des choses qui font plaisir à tout le monde. On l'a vu d'ailleurs dans les réactions. Bon, je réponds à Dominique sur les deux points principaux. Psychiatrie. Alors, j'ai publié un article sur un journal en ligne qui s'appelle The Conversation, mais c'est un journal en français, où j'évoque cette dimension. Hein. Donc, je ne la minimise ni ne la réduis abusivement. Je voudrais vous dire ceci. Premièrement, les sociologues, c'est quand même mon métier, les sociologues sont toujours méfiants quand on parle de psychiatrie
tout simplement parce qu'on transforme des problèmes sociaux et politiques en problèmes de personnalité et de maladie mentale. Donc, c'est toujours dangereux. Mais, deuxièmement, ça peut exister. Et là, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Au départ, on a un vaste espace de sens. On a de la politique, du social, autant qu'on veut. Mais plus le temps passe, plus cet espace se rétrécit. Et qu'est-ce qui reste au bout du compte? Il ne reste plus, peut-être, pour certains, que cet espace étant rétréci, je ne sais pas si je dis les choses clairement, ça laisse plus de place à ceux qui sont mus par autre chose que du sens et autres, et qui relèvent effectivement de la psychiatrie. Donc, j'y suis tout à fait sensible. Je pense que ça fait partie du problème, mais que le problème ne s'y réduit évidemment pas. Mais qu'il y a des dimensions psychiatriques qu'il faut évidemment avoir en tête, y compris dans ces opérations de déradicalisation. Le deuxième point, je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, nous avons, j'aime bien le mot de responsabilité. J'ai horreur du mot culpabilité. Autrement dit, moi, j'ai peut-être fait des bêtises, j'ai peut-être dit des conneries, sûrement même, mais j'ai peut-être fait des analyses qui étaient plus ou moins à côté de la plaque, etc. Je ne me sens pas coupable du tout de la situation où on est. Je ne vois pas en quoi. Par contre, je pense que nous avons tous une responsabilité. C'est-à-dire la capacité de dire, attention, il y a des problèmes d'une énorme épaisseur qui touchent à l'histoire, qui touchent à la société, qui touchent à la culture, qui touchent à la laïcité, qui touchent aux banlieues, enfin, etc. Il y a un énorme ensemble de problèmes. C'est être irresponsable que de ne pas vouloir les affronter pour réfléchir au terrorisme. Donc, moi, le discours de la responsabilité me convient absolument. Je ne suis pas spécialement Macron, en tout cas pas plus que toi, ou pas beaucoup, mais c'est pas le sujet. Mais j'ai horreur des discours culpabilisants, parce que ça ne fait pas avancer. Mais si nous voulons affronter ces questions, nous devons le faire en être responsables. Et puisque tu as évoqué le thème républicain, pour moi, une fausse piste ou une mauvaise piste consiste à mettre en avant l'idéal républicain, à l'asséner en particulier aux enfants dans les écoles et à leur dire c'est comme ça qu'on va régler les problèmes. Parce que moi je suis alors à fond pour la République, je suis un enfant de l'école laïque, etc. Mais si on me dit tous les jours vive la République, une et indivisible, égalité, fraternité, liberté, c'est formidable, et que je m'aperçois que c'est pas pour moi, alors ce discours me semble contre-productif, incantatoire et finalement répressif. Donc, voilà pour la République. J'ajoute juste pour mémoire que Leïla Chaïd, Michel Warschawski et moi avions fait au début des années 2000 un tour de France et des banlieues. On a fait 50 meetings. On était ressortis à la fois très confiants parce qu'on avait vu, entre guillemets, la crème, les gens les plus sensibles, les plus politisés, etc. Donc c'était une vision déformée. Mais en même temps, on avait touché du doigt, dans certaines villes en particulier, j'ai des souvenirs très précis, la gravité extrême de la situation au sens de la distance qui se créait, je dirais même le fossé qui se créait entre la République et une partie de sa jeunesse. C'était prenant quand on l'a vu, je veux dire. Donc, tu as raison, on ne peut pas dire on n'a rien vu, on ne savait pas. Voilà, non. On a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. On n'a pas pris la mesure, ça, certainement, du phénomène. À vous, si vous avez des questions, des opinions. N'oubliez pas que cette rencontre est filmée pour venir en vidéo, donc il faut que vous parliez dans le micro pour que ce soit compréhensible. Allez-y. Oui, merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. J'ai l'impression que entre ces trois pôles, ces trois clés d'explication qui sont celles de la sociologie, de la psychologie et de la religion, il y a quand même un élément qui peut-être manque un peu à l'analyse que vous nous avez présentée, qui est l'élément politique. Il me semble que dans la logique du terrorisme islamique, il y a quand même un fondement qui est tout à fait, qui est fondamental, qui est celui d'un discours politique sur la clé de la résistance à un interventionnisme occidental en terre d'islam. Et vous avez très peu parlé du conflit israélo-palestinien, qui est quand même une des motivations principales du 11 septembre 2001. Vous avez dit que c'était religieux, mais il y a quand même des fondements politiques. Vous avez parlé très tardivement de l'invasion d'Irak, qui est
je dirais, la raison principale, la motivation principale des attaques de Madrid et de Londres. Et vous avez aussi très peu parlé des frappes de la coalition en Irak et puis en Syrie, qui ont quand même précédé et motivé en grande partie les attaques de l'État islamique sur le sol français. Donc il me semble est-ce qu'il n'y a pas cet élément-là qui manque à votre analyse, et c'est un élément qui fait partie des revendications à chaque attaque de l'État islamique et qui me semble manquer. Je vais donner la parole à Michel pour vous répondre. Juste, attention les mots, vraiment les mots. Le terrorisme n'est pas islamique. Ou alors Breivik, c'est du terrorisme chrétien. Non, islamiste si vous voulez. Mais sinon, vous voyez, on fait porter aux religions qui ont certainement beaucoup à dire sur les religions, mais on peut pas leur faire porter tous les malheurs du monde non plus. Je n'ai jamais dit que l'islam était terroriste, j'ai dit que c'était un terrorisme qui se revendiquait de l'islam, et en ce sens islamique, on peut dire islamiste. Moi je dirais plutôt islamiste, a priori. Bon. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, juste pour dire que les mots sont importants, et la chose est d'autant plus compliquée, là je parle en sociologue, que les catégories du discours quotidien, journalistique, se mêlent à des catégories qui se veulent conceptuelles ou scientifiques, et qu'on ne sait jamais très bien sur quel pied danser. Donc on aurait toujours intérêt à s'arrêter sur les mots. Moi, ça m'intéresserait, c'est pas le moment ici, qu'on ouvre une discussion. Est-ce qu'il faut dire islamique, islamiste? Oui, mais tous les mots méritent qu'on s'y arrête, parce qu'il est rare qu'il y ait une définition vraiment conceptuelle du vocabulaire que nous entendions, et ça navigue entre différents horizons. Alors, je l'ai dit au début, donc je le redis simplement, j'ai fonctionné de manière hémiplégique. Et donc, j'ai laissé de côté tout ce qui renvoyait aux dimensions géopolitiques, car vous avez parlé de géopolitique beaucoup plus que de politique. J'ai laissé de côté ce qui renvoyait aux dimensions géopolitiques de ces questions. Bon. Je pense que les dimensions géopolitiques sont plutôt des dimensions qui viennent de là-bas que d'ici, et qu'elles sont très souvent le fait, enfin dans leur formulation, le fait d'acteurs qui ne seront pas des terroristes eux-mêmes, qui enverront les autres au casse-pipe. Mais que c'est les calculs géopolitiques des stratèges, des penseurs, des organisateurs de tout ça, qui ne sont pas des gens qui ont spécialement envie de mourir. Je ne crois pas. Je peux me tromper. Mais voilà. Donc, j'ai en tout cas laissé ça de côté. Je voudrais ajouter aussi un tout petit mot sur le conflit israélo-palestinien. Je vais le dire très tristement. Je pense que depuis un bon moment, les Palestiniens sont les dindons de toute cette farce. Et que tout le monde se fiche des Palestiniens, ou presque. Et que dans cette affaire-là, les enjeux sont d'une autre nature. Et qu'on ne peut pas mettre le conflit israélo-palestinien au cœur de l'analyse. Je le dis, c'est pas du tout un choix politique. C'est l'analyse que je fais de ce que je perçois. Aujourd'hui, quelles sont les grandes affaires géopolitiques, me semble-t-il? C'est cette espèce de deux axes qui se construisent entre, d'un côté, vous me permettrez de simplifier énormément, États-Unis, Arabie, Égypte, Israël, Jordanie et une partie du Liban, peut-être d'autres, d'un côté, et d'un autre côté, Iran, Hezbollah, Hamas et peut-être d'autres, et les Russes, nous voyant un peu entre les deux. Ce serait comme ça que je réfléchirais. Mais dans tout ça, les Palestiniens disparaissent presque. Et donc, je les mets... Voilà. Et bien sûr, ils sont une référence. Bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un antisémitisme virulent qui est aussi un antisionisme, non moins virulent. Et là, on peut rentrer dans des catégories plus géopolitiques. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je réfléchis. Juste, Michel, pour te pousser à aller un peu plus loin... Moi, mon expérience, à la fois comme journaliste et comme intervenant dans beaucoup de conférences en banlieue, etc., c'est quand même que, qu'on le veuille ou non, le conflit israélo-palestinien, il n'est pas importé, il est là. Pas dans sa finesse, dans l'analyse géopolitique, dans tout ce que tu dis est parfaitement vrai, mais pour des jeunes de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, le Palestinien, c'est une espèce de symbole de sa propre difficulté à vivre. Je ne sais pas si tu connais cette chanson de Renaud qui date d'il y a plus de 20 ans,
où il parle d'un jeune français de banlieue qui met le kéfier parce que c'est ses frères qui meurent là-bas. Tout ça est évidemment, je résume très violemment, mais j'ai l'impression que la figure du Palestinien, de la cause palestinienne, elle est vécue par un très grand nombre de jeunes, et pas forcément de manière frustre. Hein. Souvent, ça peut être plus profond, comme quelque chose qui fait partie de cette difficulté à vivre, de ce mal-être-là, quoi. Bon, alors, c'est vraiment les discussions que moi je trouve très très importantes. Les deux choses ne sont pas incompatibles. Dire que beaucoup peuvent s'identifier à la cause et au malheur palestinien aujourd'hui ne veut pas dire que les acteurs dont on est en train de parler, eux, organisent leur action en fonction de ce conflit. C'est ça que j'ai voulu dire. Et donc, monsieur, au fond, m'entraîne sur le terrain géopolitique. Donc là, je parle plutôt de ceux qui organisent la géopolitique. Ceux-là, à mon avis, ont un intérêt très limité en ce qui concerne Israël. C'est ça que j'ai voulu dire. Mais bien sûr, il y a une énorme souffrance. Simplement, il faut bien voir comment les choses ont évolué. Aujourd'hui, une partie de l'identification chez ces jeunes dont tu parles reste en direction de la cause palestinienne. Mais l'identification s'est déplacée à partir du moment où l'islam est en jeu et où on s'identifie, je vais le dire un peu maladroitement, au choc des civilisations. C'est-à-dire, en gros, je suis maintenant en guerre contre l'Occident et contre les États-Unis, à la Huntington, pour dire ça comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on entend. Et dans ce choc des civilisations, alors là, on retrouve non pas Israël et les Palestiniens, mais Israël tout seul, comme symbole de ce qu'il faut, de ce à quoi il faut s'opposer. Mais Israël comme l'Occident présent en terre d'islam, quelque chose comme ça. D'autres questions ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau débat dans la société française, après le débat Roy-Keppel, c'est le débat Plenel contre Charlie Hebdo, et le second, Charlie Hebdo, reprochant au premier les islamo-gauchistes d'avoir creusé le lit du djihadisme via la figure notamment de Tariq Ramadan, en étant trop conciliant sur les positions de Tariq Ramadan et le fait sur les positions des islamistes en général. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette responsabilité-là, et aussi quelle est la responsabilité, s'agissant de la France, de la colonisation française. Bon, il y a deux questions qui sont assez différentes. Je prends d'abord la deuxième pour non pas la régler, mais pour juste en dire deux mots, parce que je pense que sur ces questions, nous devons envisager différents niveaux de temporalité. Vous vous dites la colonisation, on pourrait ajouter la décolonisation. Moi, je vous dis, vous avez raison, vous introduisez une épaisseur historique encore plus grande. Et il faut en parler. Je ne refuse absolument pas ça, au contraire. Simplement, entre ceux qui vous disent, écoutez, le problème est urgent, il faut mettre plus de flics, plus de services de renseignement, etc., il faut lutter tout de suite contre le terrorisme. Et ceux qui vous disent, la grande affaire, c'est la colonisation, c'est pas ce que vous dites, mais vous voyez, mais entre les deux, je ne dirais pas qu'il y en a qui ont raison et que les autres ont tort. Je dis simplement, ils fonctionnent dans des temporalités qui ne sont pas les mêmes, et la bonne analyse doit articuler les différents niveaux historiques. Donc, j'ai laissé de côté cette dimension historique, mais c'est vrai que ça fait évidemment partie de la question. Hein, donc ça, c'est votre deuxième point. Sur votre premier point, je disais tout à l'heure que je trouvais cette polémique médiocre. Alors, je vais être un tout petit peu plus précise, puisque ce qui vous intéresse, c'est plutôt le côté, entre guillemets, islamo-gauchiste, Tariq Ramadan, etc. Bon, d'abord, l'expression d'islamo-gauchiste, je la trouve lamentable. Et je voudrais vous dire que c'est une expression qui vient de la droite. Et des intellectuels de droite. C'est une expression qu'on trouvait, ça ou islamo-progressiste, ce qui était un peu la même chose, chez des gens comme Finkielkraut. C'est de ce côté-là que viennent ces attaques. En 2006 ou 2007, j'ai fait une très très grosse enquête de terrain sur l'antisémitisme en France. Donc je suis allé rencontrer dans des milieux très différents des gens pour réfléchir à ça. Et une de mes idées était de traquer l'islamo-gauchisme dont on nous parlait dans le débat public. Alors j'ai cherché
Je n'ai rien trouvé, sauf une chose, et puis une autre que je vous livre pour l'anecdote. J'ai d'abord trouvé Tariq Ramadan, dont on parlait beaucoup déjà à l'époque. Bon. Je signale d'ailleurs qu'on reproche à Plenel ou à Edgar Morin d'avoir fabriqué Tariq Ramadan. C'est pas lui qui l'a fait venir sur un plateau pour discuter avec Sarkozy. Hein. Donc, ceux qui l'ont fabriqué, c'est peut-être pas ceux-là. Bon, premièrement. Deuxièmement, donc Tariq Ramadan, je le connais un tout petit peu. Moi, je l'ai croisé 2 ou 3 fois. Je trouve que il n'était pas inutile de discuter avec lui. Voilà ce que je pense. On n'est pas obligé de partager ses idées, mais que tel qu'il les présentait, alors on m'a dit double discours, bon, peut-être, mais le discours tel qu'il apparaissait dans l'espace public français, tel qu'il apparaissait, cette face-là en tout cas, pour moi, justifiait le débat. Et j'ai rencontré il y a quelques semaines un de mes amis qui était à la Ligue de l'enseignement, Michel Morino, pour ne pas le nommer, en charge des problèmes de laïcité. Il m'a dit, je devrais peut-être pas le dire devant un micro, mais enfin en gros, il m'a dit que pour lui, il y avait beaucoup d'amertume dans ce qui se passait en ce moment, parce que lui et d'autres avaient un peu misé sur Tariq Ramadan dans comment dirais-je, la démocratisation de la question musulmane en France. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Alors ensuite, j'ai quand même trouvé un autre endroit où il y avait soi-disant de l'islamo-gauchisme. Et je vais vous raconter mes aventures. Un jour, on me dit, écoute, faut que tu ailles à Nanterre, parce qu'il y a un syndicat gauchiste, trotskiste, je crois, enfin, qui essaie de mobiliser les étudiants sur des histoires du genre nourriture halal pour tout le monde, séparation des hommes et des femmes, ou dans certains endroits, lieu de prière, ce genre de choses. Va voir. Alors j'ai demandé rendez-vous au leader de ce mouvement étudiant qui m'a reçu. Et alors je me suis cru très malin et j'ai pris une baffe intellectuelle que je vous raconte parce qu'elle est assez amusante. Je lui dis quand même, alors je parle de tout ça avec lui, je lui dis mais quand même vous êtes marxiste. Marx a dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Comment est-ce que vous pouvez essayer de mobiliser les étudiants sur la viande halal, les lieux de prière? Et il m'a dit, mais enfin, vous ne connaissez pas la phrase complète. Marx a dit que la religion, c'est l'opium du peuple et le soupir de l'homme opprimé. Et je me suis dit, ah, il m'a bien eu. Voilà mon expérience de l'islamo-progressisme. Bon, faut pas exagérer. Et vous savez, je vais vous dire autre chose. À partir du moment où on traite quelqu'un d'islamo-progressiste ou d'islamo-gauchiste, il n'y a plus de débat. Mais symétriquement, à partir du moment où on dit de Manuel Valls, vous êtes à peu près comme Marcel Déat, vous êtes un néo-nazi ou un futur collabo, il n'y a plus de débat non plus. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on utilise là encore des catégories qui ferment le débat. Moi, je ne peux pas discuter pour savoir si Plenel fabrique du terrorisme ou pas. Hein, c'est grotesque. Et pour moi, l'explication, alors là, on retourne à la politique qu'évoquait quelqu'un tout à l'heure. Le jour où il y aura une gauche un peu plus consistante, le débat deviendra un peu plus consistant. Voilà ce que je pense, mais on en est loin. Et j'ajoute que personnellement, que pour avoir figuré à des tribunes de débat avec Tariq Ramadan, je trouve complètement surréaliste que ceux qui ont un jour discuté avec Tariq Ramadan soient jugés responsables de ces viols. Parce que c'est quand même ça qui a été écrit dans Marianne à plusieurs reprises. On est là dans quelque chose qui prouve ce que disait très bien Michel, c'est-à-dire l'affaissement du débat politique français. On est hors de toute réalité. Moi, je souhaite que la justice fasse la vérité et que si Ramadan a été coupable de ces crimes-là, il soit puni pour ces crimes. Mais ça n'a strictement rien à voir avec les gens qui ont pu, à un moment ou à un autre, débattre avec lui de la manière d'intégrer les jeunes musulmans dans la société française, de construire une école dans laquelle il y ait plus d'ouverture à la réalité culturelle diverse, etc., etc. Enfin, je veux dire, on est dans quelque chose de vraiment renversant du point de vue intellectuel, quoi. Je voudrais ajouter une chose. Parce que je pense que c'est intéressant de mettre, c'est mon hypothèse, la béance de la gauche comme explication, parce que ça fabrique deux choses différentes. Ça fabrique, et je vais illustrer ma remarque par des thèmes qui nous concernent ici. D'un côté, ça fabrique de l'hystérie dans le débat, c'est ce qu'on est en train d'évoquer. Si tu as parlé à Ramadan, c'est que tu as violé des filles avec lui, enfin, ou presque. Bon, d'un côté, j'exagère, mais enfin, c'est ce... Bon, presque, d'un côté. Et d'un autre côté,
Cette béance à gauche, ça fabrique de l'indifférence. Et je vous en donne un autre exemple, un exemple qui m'a beaucoup frappé. Il se trouve que je ne suis pas actif dans ce réseau, mais je fais partie de la circulation de tous les mails qui circulent, de tous ces gens qui se sont mobilisés contre l'état d'urgence, puis contre le passage des dispositions de l'état d'urgence dans la loi qui a été votée le 30 octobre dernier. Ce qui m'a frappé, alors il y a des gens merveilleux, des ligues, des associations, des juristes, des avocats, des gens qui disent attention, ça peut devenir liberticide. Ce qui m'a frappé, c'est que le débat ne s'est pas construit. On ne les entend pas, ces gens-là. Bien sûr, un tout petit peu si on veut vraiment prêter l'oreille, mais on ne construit pas de débat. Et donc, il y a d'un côté un débat présenté, disons Plenel Charlie ou Plenel Valls, sur un mode que moi je trouve assez hystérique, d'un côté, et d'un autre côté, du non-débat sur des enjeux non moins importants. Et ça, je pense vraiment que c'est une question à la fois politique, intellectuelle et morale qui indique un peu où on en est sur ce registre. Vous avez dit précédemment que la CIA s'était trouvée complètement démunie, en termes de scénario notamment, face aux attentats de 2001. Est-ce qu'à votre connaissance, les services de renseignement français sont aujourd'hui mieux armés, quand je dis mieux armés, c'est au plan intellectuel, sociologique, par rapport à ce qui se passe en France, par rapport à ce que vous avez décrit tout à l'heure? Bon, comme vous pouvez vous en douter, je ne fréquente pas de très près ces milieux. Mais quand même, j'ai quand même des informations. Parce que je voudrais dire deux choses. D'abord, les Français passent leur temps à dire, les gens des services français passent leur temps à dire que ce qui compte, c'est l'infiltration, la pénétration, la connaissance humaine. Le mode de fonctionnement américain était beaucoup plus largement centré sur la technologie. Beaucoup plus, à l'époque. Moi, je vous parle de choses que j'ai connues il y a une trentaine d'années. Hein. Mais la technologie, bon, et on l'a vu, rappelez-vous l'expérience, l'aventure catastrophique des Américains en Iran, l'histoire où leurs hélicoptères se sont télescopés. Enfin, ils faisaient confiance à des choses. Bon, donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que la France n'était pas au niveau où elle est maintenant au moment de Charlie et de l'hypercachère. Et qu'après, elle n'a pas encore réagi suffisamment de ce point de vue-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une montée en force de la capacité des services de renseignement, etc. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas demain des attentats, bien sûr. Mais je crois vraiment qu'il y a eu une montée en puissance, c'est ce que j'ai perçu, après le Bataclan. Et non pas après Charlie, pour le dire comme ça. C'est ce que j'ai perçu, mais il y a des gens qui ont plus de compétences que moi dans cette salle. Moi, je ne suis pas un expert. D'autres remarques ? Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos de la religion comme facteur déclenchant, parce que du coup, ça fait réfléchir sur les figures de l'eschatologie. Autrement dit, quelles sont les institutions actuellement dans nos sociétés européennes, et particulièrement la société française, qui sont capables de produire des figures eschatologiques? Vous avez très bien montré, vous avez très bien dit que la République et annoncer la République et la République et la République à l'école ne représentait pas une figure eschatologique. Or, quelles sont donc les institutions qui seraient à même de produire des figures eschatologiques positives pour répondre aux défis qui sont soulevés par ces histoires-là? Écoutez, j'aime bien votre question et vous touchez du doigt quelque chose qui me hante et je n'ai pas la réponse, mais je vais vous dire ce qui me hante. On entend dire que les expériences qui marchent le mieux à l'étranger, de déradicalisation, sont les expériences dans lesquelles on s'appuie sur des leaders religieux, mais des leaders religieux positifs. Alors moi, je ne parle pas en sociologue, je parle en individu citoyen. Moi, la religion, c'est pas mon truc. Et me dire que pour sauver la République, il faudrait aller trouver des imams ouverts et un islam modéré, je suis quelqu'un de très tolérant, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Mais vous voyez le problème, c'est que la réponse à la question que vous posez, à l'étranger, certains disent, il faut renforcer l'islam dans sa face modérée. Voilà la réponse. Et donc, il faut même mobiliser l'islam. Alors, pour quelqu'un qui est républicain, qui habite près du Panthéon, c'est-à-dire de la tombe de Voltaire, même si c'est sous une croix qui fait 5 mètres de haut, mais ça passe pas. Voilà, ça passe mal, mais voilà la réponse que j'entends. Mais elle n'est pas satisfaisante, voyez.
Mais c'est la seule réponse que j'ai entendue à la question que vous posez. Et c'est vrai que quand on parle de perte de sens, de perte de repères, on parle aussi d'absence d'utopie, on parle aussi d'absence d'eschatologie. Il y a 30 ans, je vous aurais peut-être dit quelque chose comme, du côté de l'écologie, il y a peut-être des choses intéressantes. Vous voyez, je vous aurais dit des choses comme... Il y a d'ailleurs des personnages quand même un petit peu singuliers. Comment s'appelle, vous le connaissez, son nom m'échappe. Rabi, voilà, des gens... voilà. Mais c'est pas à la hauteur... Non, mais je veux dire, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est pas la réponse au problème. Mais oui, où est-ce que peuvent se constituer des garants métasociaux, des figures, vous dites eschatologiques, enfin, qui projettent un autre avenir, y compris de façon mythique, onirique, etc. Je ne sais pas. Très franchement... Mais Dominique, elle a répondu. Ah oui, certainement, je vais vous la donner tout à l'heure, après la séance. Non, ce que je voulais dire, c'est que nous avions, c'est simplement pour vous répondre alors, nous avions hier soir un débat à Lima autour du dernier exemplaire de l'état du monde, qui s'appelle Enquête d'alternative. Pourquoi je dis ça? Parce que la toile de fond de tout ce dont nous parlons, c'est l'absence d'alternative. C'est-à-dire que nous vivons depuis la fin du communisme dans une espèce de vide qui est comblé par les néoconservateurs, par la mondialisation, par tout ce qu'on connaît, vous connaissez comme moi, mais il n'y a plus apparemment d'alternative. Et on ne peut pas dire que le mouvement altermondialiste ait débouché sur la constitution d'une alternative, pas plus qu'aucune autre force sociale ou politique. On sent bien qu'il y a des sociétés qui veulent que ça change. Les révolutions arabes ont été quelque chose de majeur. Ce qui s'est passé autour de Syriza, Podemos, etc., exprime aussi quelque chose. Mais tout ça n'est pas abouti, ne fournit pas. Et évidemment que dans la quête de sens des jeunes dont nous parlons, il y a en creux, en négatif, l'absence d'alternative. D'une certaine manière, la question se posait, je crois, je ne sais pas, ça vaudrait le coup de faire la comparaison, pour les Brigades Rouges ou pour la bande Abadère, d'une manière assez différente, parce qu'il y avait une rationalisation qui rendait un débat possible. Ça ne veut pas dire qu'il a eu lieu et qu'il a réussi. Là, je pourrais vous parler, il faudra m'inviter une autre fois, pendant des heures des Brigades Rouges, parce que je les ai longuement étudiées et pratiquées. Mais c'était très différent. C'était très différent parce que d'abord, il y avait une figure de référence. La classe ouvrière, prolétariat ouvrier. On parlait au nom de... Bon, et ça facilitait un peu, disons, l'eschatologie. Bon. Deuxièmement, vous savez, c'était un discours proto-communiste, en réalité. Hein. C'était... c'est Cohn-Bendit qui avait eu cette phrase magnifique à propos de mai 68. Il a dit, dans ce contexte, il a dit le communisme, c'est la maladie sénile du gauchisme. Bon, voilà, j'avais trouvé ça très drôle. Mais cette image, oui, il y avait encore un lien avec le communisme, pour le dire dans ton vocabulaire. Donc voilà. Bon, quand vous avez une nation à mettre en avant, ça facilite aussi les choses. Voilà. Mais c'est pas le cas dans ces mouvements. Hein. Donc. D'autres remarques ici? Oui, mais justement, par rapport à ces visions eschatologiques, est-ce qu'il n'y a pas des visions eschatologiques multiples? Est-ce que finalement, les Brigades Rouges, c'était pas une vision eschatologique du communisme? Est-ce qu'il n'y a pas des visions eschatologiques de la République où les gens se sacrifiaient et sacrifiaient d'autres éventuellement pour des causes qui n'étaient pas d'une noblesse extraordinaire à tel ou tel moment, ce qui ne remet pas en cause ni le communisme ni la République, hein, ni d'autres. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un parallèle? Et quand vous avez beaucoup insisté sur le passage à l'acte, c'est là qu'il y a besoin d'un support. Et ces supports, ils peuvent être, à mon sens, beaucoup plus multiples que la religion. Ça peut être la religion, effectivement. Ça peut être le peuple opprimé, ça peut être la classe ouvrière dans certains cas. Je ne sais pas s'il faut certainement le privilégier peut-être par rapport aux auteurs d'attentats récents, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas à d'autres moments d'autres supports tout aussi violents et néfastes. Les visions eschatologiques, elles peuvent être variées, elles peuvent être destructrices ou simplement une vision d'un avenir qui paraît radieux aux gens qui y croient. Je vais vous répondre en me citant uniquement dans cette perspective constructive, disons, positive. Hein, c'est pas un très bon vocabulaire.
Je pense d'abord que le rôle des chercheurs, des sociologues, des gens comme moi, c'est justement d'essayer de voir où, éventuellement, peuvent se nicher ces espoirs, ces ébauches, ces esquisses de pensée, de projection vers un autre monde, mais qui soit sur cette terre, mais de projection vers quelque chose de mieux. Est-ce que l'idée républicaine peut fournir cette... eschatologie, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais enfin disons, cette capacité de se projeter. Il y a un siècle, je vous aurais dit oui, les hussards noirs de la République, hein, les instituts. Mais aujourd'hui, qui va vous croire, qui va vous prendre au sérieux, hein, si vous parlez comme ça? Je veux dire, on est dans une autre période. Moi, si on me dit que des gens veulent se mobiliser pour recréer une image très constructive de la République, je prendrais ça vraiment très au sérieux, mais c'est pas vraiment ce que j'entends. J'entends plutôt des discours incantatoires qui me disent quelque chose comme « Vive la République et tais-toi ». Enfin, en gros. Voilà. Et c'est très bien, tu verras. Bon, sauf que c'est pas forcément très bien pour moi. Enfin, voilà. C'est ça le problème. Mais je trouve que l'idée républicaine, je vais vous le dire, elle est aujourd'hui, quand elle est brandie avec force, elle est brandie de façon réactionnaire ou répressive. Voilà. Et vous savez, moi, quand on me parle de Clémenceau, le grand homme, Clémenceau, c'est celui qui fait tirer sur les ouvriers. Clémenceau, c'est celui qui refuse le droit de grève aux fonctionnaires. C'est un homme qui pense État, qui pense nation, ok, qui a gagné la première guerre, d'accord, mais qu'on ne vienne pas me dire qu'il peut incarner la mobilisation républicaine vers un meilleur monde. Bon, c'est pas ça pour moi. Et que dire de Jules Ferry? Alors Jules Ferry, alors là c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Hollande a été élu, son premier discours important, j'y étais parce que j'avais été invité à une espèce de machin dans le parc des Tuileries, c'était pour dire vive Jules Ferry. Heureusement, il avait un ou deux conseillers qui avaient l'air d'avoir des notions d'histoire. Donc, il a fait attention quand même, Jules Ferry, c'est aussi la colonie et tout ça. Voilà. C'est un autre aspect de la question que vous posez, l'idée de République. Et quelqu'un évoquait la colonisation tout à l'heure. La République, qu'on le veuille ou non, elle a aussi été coloniale. Et par conséquent, pour cette jeunesse dont on est en train de parler, lorsque l'histoire est présente, de quoi se souvient-on? On se souvient que le modèle républicain a été porté par un Jules Ferry qui a aussi été l'homme de la colonisation. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas si simple toutes ces affaires. Puisque tu reparles de colonisation, j'étais resté sur la question de madame, et je voulais te dire que dans notre enquête, on avait rencontré le juge Trévidic, qui a vraiment une parole très singulière, parce que c'est une parole de juge, donc il a une vision différente, évidemment, du problème. Et il avait dit une chose qui m'a beaucoup frappé, je ne sais pas si c'est resté dans le texte. Il avait dit, il y a quelque chose de particulier avec les jeunes Algériens. Il dit, les autres, quand il parle il parle des prisonniers qu'il a eus dans son bureau, parce qu'il allait instruire leurs affaires de terrorisme. Il dit avec les autres, bon, il y a toute une série de choses qui sont mises en avant, mais il dit chez les jeunes Algériens, il y a une revanche à prendre. Il y a quelque chose qui, même s'ils n'ont aucune idée de l'histoire de la guerre d'Algérie, de ce qui s'est passé, à quel moment, quand, etc., il y a une revanche à prendre. Voilà. Et ça, il dit, c'est un facteur de motivation. J'ajoute un ou deux sur cette pente. Premièrement, il faut savoir que les jeunes Algériens, c'est un monde très diversifié. Entre les enfants de harkis, les enfants d'immigrés venus pour travailler, les berbères, etc., on a affaire à un monde très diversifié. Donc, ça complique encore un peu plus le dossier. Deuxièmement, il y a, chez un certain nombre de ces jeunes venus d'Algérie, le souvenir cuisant du décret Crémieux. Le décret Crémieux, c'est, juste après la guerre de 1870, Crémieux qui demande à ce que les Juifs d'Algérie soient des citoyens français pleins. Bon, ce qui a d'ailleurs été supprimé pour eux par Vichy, par Pétain. Voilà. Mais pour des jeunes musulmans aujourd'hui, cette troisième république un peu paradigmatique, c'est celle qui a dit on traite les Juifs autrement que les musulmans. Donc vous voyez, et donc ça explique aussi peut-être certains aspects de leur discours. Donc on rentre, dès qu'on fait de l'histoire, donc vous aviez raison, madame, de poser tout à l'heure la question, dès qu'on rentre dans l'histoire, on trouve aussi des éléments qui malheureusement
complique le tableau, hein, ne le simplifie pas. Donc Burga n'a pas tort. Ah mais... non, mais le problème dans le débat public français, quelqu'un comme Burga est très intéressant. Simplement, les acteurs de ce débat, les protagonistes, durcissent chacun leur position jusqu'à ce qu'elle devienne caricaturale, et Burga apparaît comme caricatural. Mais il n'a pas tort, évidemment. D'autres questions ? Oui, moi je voudrais revenir sur la République. Le problème du foulard, enfin la loi contre le foulard. Au début, j'étais plutôt pour. Et avec de la distance, je trouve que ça a mis un peu de l'huile sur le feu. J'aimerais savoir ce que vous en pensiez. L'interdiction du foulard. Alors, moi j'étais contre l'interdiction du foulard. Hein, je vous le dis très simplement. Des gens que j'estime beaucoup, y compris intellectuellement, étaient pour. Et il y a eu la fameuse commission Stasi, en 2004, je crois. Cette commission a conclu à beaucoup de choses, mais entre autres choses qu'il fallait interdire le port ostentatoire, c'est ça ? Ou le port de signes ostensibles. Bon, ça visait évidemment le foulard. Alors, donc moi j'étais intellectuellement contre, idéologiquement contre, et je le reste. Ce qui s'est passé, c'est que ça a marché. Je pense que ça a marché. Et que ça a peut-être marché pour des raisons qui étaient liées au fait qu'il y avait eu des grands changements, qu'il y avait eu les émeutes de 2005, je ne sais pas. Enfin, ça a marché. C'est-à-dire que l'école n'a plus été agitée ensuite comme elle l'avait été par... Bon, pourquoi ? Parce que, d'une part, les familles ont accepté. Les seuls petits problèmes qu'il y a eu à la rentrée cette année-là, c'était avec des enfants sikhs qui voulaient porter le turban, ou je ne sais quoi. Bon. Mais ça a marché. Ça a calmé le jeu chez les enseignants. Parce qu'une des dimensions de ce problème, c'est que les enseignants ne savaient plus où ils étaient. Et que ce qui leur avait été dit par Lionel Jospin, qui moi me plaisait plutôt, c'était, écoutez, que dans chaque établissement, vous réfléchissiez au niveau de l'établissement, puis que chaque établissement prenne ses décisions. Eh bien non, les enseignants qui ont toutes sortes de problèmes, de difficultés, je pense qu'ils attendaient qu'on leur dise tu fais comme ci ou tu fais comme ça. Voilà. Donc ça a plutôt marché. Alors, ça, c'est mon analyse concrète. Maintenant, sur le fond, moi, je vois d'abord d'autres expériences à l'étranger où c'est pas un problème, le foulard. Et deuxièmement, je vois même, moi, je suis allé une fois à La Réunion. Bon, si vous allez faire un tour à l'île de La Réunion, vous verrez que c'est pas partout un problème. Qu'à La Réunion, c'est pas du tout un problème. Donc, voilà. Je suis pas... Et alors, en tout cas, moi, je suis absolument contre l'extension de cette disposition à l'université, etc. Alors là, radicalement contre. Mais Michel, j'ai bien compris que pour toi, ça a réglé les problèmes dans l'école. Mais est-ce que le prix de ce règlement de problèmes à l'école, ça n'a pas été pour une très grande masse de jeunes musulmanes et musulmans un renforcement du sentiment de ne pas être partie prenante de cette société. Et si je peux, parce que moi j'habite le 5e arrondissement près de la mosquée, et je trouve, forcément ils vont à la mosquée, donc ils mettent un foulard, et je vois, dans tout Paris d'ailleurs, je vois de plus en plus de femmes qui portent des foulards, alors qu'avant la loi, on en trouvait très peu. Donc il y a une espèce de frustration, une atteinte, je ne sais pas, c'est le vivre comme une atteinte à leur religion, et elles mettent ostensiblement justement leur foulard pour dire voilà, je suis musulmane et je vous emmerde, quoi, en gros. Excusez-moi d'être vulgaire. Écoutez, c'est un débat sans fin, et je pense que c'est un débat dont on a à peu près chacun les éléments en tête, mais que c'est un débat qui ressurgit de mille et une façons et pas seulement avec le foulard. C'est un débat, en ce moment, c'est les stages de Sud Éducation 93 avec des groupes non mixtes, c'est-à-dire, pour moi, des groupes racisés. Comme ils disent, comme le vocabulaire qui est utilisé, je trouve ça très dangereux. Ça rebondit avec le problème des statistiques ethniques. C'est un débat profond et je crois insoluble. C'est-à-dire, il n'y a pas une solution claire et nette dans un sens. Notre société n'a pas le choix. Elle doit affronter en permanence la question de savoir, je vais vous le dire comme ça, est-il possible ou non de concilier les valeurs universelles et les droits les identités particulières, les religions. Est-ce que c'est possible ou non ? Alors voilà. Donc après, on met le curseur à un endroit ou à un autre. On ne dit pas dans les associations proches de l'école, mais à l'école, non, etc. Voilà. Donc, pour répondre maintenant à Dominique,
je pense qu'il y a un problème général. Cette affaire est un des aspects d'un problème général qu'il y a en France en permanence. Deux choses qui rendent difficile l'existence aux musulmans. Premièrement, des injonctions paradoxales, je vais être plus précis, et deuxièmement, du soupçon généralisé. Alors, le plus intéressant, parce que c'est le plus compliqué, c'est l'injonction paradoxale. L'injonction paradoxale, ça consiste à dire, en particulier à des responsables musulmans, vous êtes en République. Attention, en République et en pays laïque, la religion, c'est une affaire quasiment privée. Donc ne vous mêlez pas en tant que religieux de la vie publique. N'intervenez pas dans le débat public. Vous êtes des religieux, occupez-vous au plus de ce qui se passe dans votre mosquée. Je simplifie. Mais en même temps, on dit aux mêmes responsables religieux, dites donc, vous avez vu ces affaires de terrorisme, alors islamique ou islamiste, intervenez s'il vous plaît et dites que c'est... Alors mettez-vous à la place de ceux qui entendent, c'est paradoxal. Bon, ça a pris un tour extrême quand Sarkozy a envoyé une délégation de leaders musulmans, je ne sais plus si c'était à Damas ou à Beyrouth, à une époque où il y avait eu des journalistes français, et c'est ça qui a calmé le jeu d'ailleurs dans l'école, des journalistes, on vote la loi, et quelques temps après, des journalistes français sont kidnappés par des preneurs d'otages qui demandent une rançon et l'abrogation, la suppression de la loi dont vous venez de parler, madame. Et ces leaders religieux vont là-bas, donc des leaders musulmans, et disent quelque chose comme « Nous sommes des leaders religieux, donc nous venons parler à nos frères, mais nous sommes des citoyens français respectueux de l'idée républicaine. Et nous la respectons complètement. La loi a été votée, elle doit être appliquée. » Donc, voilà ce qui leur avait été demandé. Donc, ils ont obtenu d'ailleurs la libération des otages. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans les barbouzeries, mais enfin, il y a peut-être eu de l'argent aussi qui a circulé. Bon. Mais, vous comprenez ? Ça, on est dans des choses totalement paradoxales, mais je reviens à votre question initiale, ça a calmé aussi le jeu en France, puisque des leaders religieux venaient dire libérer les otages et nous, on défend la République, la loi a été votée, il faut l'appliquer. Bon. Je reviens au point que soulevait Dominique, c'était, excuse-moi, ça va. Bon, il y avait un autre. Ah, le soupçon, voilà. D'un côté, l'injonction paradoxale et d'autre, le soupçon. Le même Khosrow-Cavard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a fait une enquête qui n'est pas encore publiée, très intéressante, auprès de musulmans qui ont réussi, genre cadre supérieur, des gens comme ça. Et tous lui disent, on a réussi, on a une belle maison, nos enfants vont dans des bonnes écoles, on a un vrai job, on fait une belle carrière, etc. On nous soupçonne en permanence. On ne nous traite pas comme on traite les autres. Ça peut prendre l'allure d'une petite plaisanterie d'un collègue, d'un mot soi-disant d'esprit, etc. On est soupçonné. Et donc, il y a dans cette société un problème qui est que les musulmans sont soupçonnés d'une façon ou d'une autre d'avoir au moins des vagues sympathies pour ceux qui mettent des bombes. C'est ça l'autre aspect du problème. Toute dernière question, excusez-moi. Mais... moi, je voudrais revenir sur deux choses. La question du voile. Je parle en tant que personne ayant été élevée dans l'islam, connaissant très très bien cette religion, ayant vécu dans un pays musulman. Le voile que portent ces femmes aujourd'hui en France, et dans le monde musulman d'ailleurs en général, n'a rien à voir avec l'islam. Je tiens à le dire. Rien à voir avec l'islam. Ma mère ne l'a jamais porté. N'a rien à voir avec l'islam. Dans une famille pieuse, quoi. Ce qui est dit dans l'islam, c'est la pudeur. La pudeur, bien sûr, ça, on peut l'interpréter comme on veut. Hein, qu'est-ce que vous voulez ? La pudeur, ne pas sortir avec la poitrine nue, pas... Mais aller se couvrir la tête, ça n'a rien à dire dans l'islam. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu après la révolution iranienne, Khomeini d'ailleurs voulait exporter dans le reste du monde, une contre-offensive des pays du Golfe, qui ont exporté dans le monde entier, je dis bien le salafisme et le wahhabisme, 185 milliards de dollars ont été dépensés par ces pays-là, auxquels nous autres occidentaux, on déroule le tapis rouge, parce qu'il y a du business derrière, quoi, et on ferme les yeux, quoi, d'accord ? Il y a également, dans la question du foulard, un problème aussi identitaire, largement véhiculé par les frères musulmans. Quand on lit les textes de Hassan el-Banna en 1928, que j'ai lu en arabe, en langue arabe, pas de traduction, ni de déformation, quoi. Hassan el-Banna appelle un djihad contre l'Occident, à l'époque contre l'occupation britannique,
qui a humilié le monde musulman. Et si le monde musulman a été humilié, c'est parce qu'il s'est écarté justement des canons donc, de l'islam et qu'il a suivi les rois, comment dirais-je, pervers de l'Empire ottoman, quoi. Ça, il faut quand même qu'on le sache, quoi, et que ça se dise. Et moi, j'en ai personnellement assez de ce discours qui disent on ne respecte pas les musulmans, il faut les laisser. C'est un référentiel idéologique, anti-occidental, anti-démocratie, monsieur. Anti-démocratie, je tiens à le répéter, hein, d'accord? Et donc moi, je parle également en tant qu'ancienne enseignante. Je suis fière d'une chose, je vous le dis, j'ai tiré au plus haut beaucoup d'enfants issus d'immigration et des banlieues, en faisant de la fraude pédagogique durant toute ma carrière. J'ai transmis un savoir et non pas joué le rôle d'accompagnateur dans les classes, quoi. Il y a aussi ce problème-là sur lequel il faut insister. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que, bon, ce que vous dites, si c'était l'ensemble du dossier, je dirais vous avez raison à 100%. Mais moi j'ai lu des enquêtes qui montrent que pour un certain nombre de jeunes filles, donc je vous dis ça, pour un certain nombre de jeunes filles, paradoxalement, le foulard, c'est ce qui permet de sortir de la famille et c'est ce qui permet de dire « Ok, je mets le foulard, mais c'est mon choix personnel et je m'assume comme personne. » Autrement dit, moi je ne vous parle pas de la dimension religieuse du choix du port du foulard, je vous parle de la subjectivité individuelle de jeunes femmes. Je vous renvoie, il y a un livre qui était très intéressant, qui a été publié par une sociologue qui s'appelle Nilüfer Gölé, et le titre c'est « Musulmanes et modernes ». C'est une enquête qu'elle avait faite en Turquie à la fin des années 80 sur les filles qui portaient le foulard. Et elle montrait que c'était, dans ce cas-là, pour s'émanciper. Je ne dis pas que vous avez tort, hein, pas du tout. Je dis simplement que le dossier est compliqué parce qu'il faut aussi prendre en compte cette dimension de la subjectivité personnelle, singulière, alors, de celles qui font ce choix. Je pense que parmi celles qui portent ce foulard, il y en a qui subissent la loi du grand frère, de la famille, de la pression, etc., qui subissent le genre de choses auxquelles vous faites allusion, et je ne les sous-estime pas du tout, hein, vraiment pas. Mais je crois que c'est une partie du dossier, et que si on veut affronter vraiment démocratiquement cette question, il faut accepter d'avoir une image complète du paysage. C'est ce qui rend l'affaire si difficile. Hein. Ce qui est inadmissible, c'est cette domination machiste dans les banlieues, quoi. Alors, on est d'accord. Mais pas que dans les banlieues, madame. Vous voyez, cette campagne, dont je ne prononce pas le nom parce que je ne l'aime pas, le nom, cette campagne est formidable, mais elle met en cause le machisme bien au-delà des banlieues, dans l'ensemble de nos sociétés. Et d'ailleurs, quand on regarde bien les cibles, il y a beaucoup de gens qui sont très haut placés, qui ne sont pas des habitants des banlieues, mais plutôt des habitants des beaux quartiers de Hollywood jusqu'à Paris. Voilà, je remercie beaucoup Michel Viviorca.